Eh bien, on va laisser la parole à Patrick, Fabrice et Nicolas. À vous. Ah oui, il va falloir a priori, il y a peut-être des petits soucis de micro aussi. Voilà, le son est activé, vous nous entendez? C'est bon, Oui, vous pouvez intervenir là. Est-ce que merci. vous m'entendez? Oui, très On bien. t'entend pas. Ok. Patrick, Alors, oui, vos micros sont ouverts. parfait. Alors, par contre, je n'ai pas accès à la présentation. Fabrice et Nicolas, Je pense que c'est bon pour moi. à Je vous. n'arrive pas à avancer sur la présentation. Est-ce qu'il serait possible d'avancer d'un slide, s'il vous plaît? En fait, j'arrive pas à le... Ça fonctionne pas. Ah, c'est bon. Est-ce que Nicolas est là? Nicolas, Oui, logiquement, c'est bon. est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, bien sûr. Donc, Nicolas Giori, je travaille pour la société Terre et Mer Production qui appartient au groupe Olivenco. Donc là, sur le slide, vous pouvez voir une présentation rapide du groupe. Donc, globalement, c'est autour de 150 collaborateurs pour entre 50 et 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a 3 sites de production en France. Donc, le premier qui est à côté de Chartres, qui s'appelle Croque-Frais et qui conditionne des olives. Et 2 dans le sud, dont je suis responsable, dont le premier sur Frontignan, qui est fabricant de soupe de poisson et de soupe de légumes, et le second sur Nîmes, où on fabrique des produits à tartiner. Donc, tout ce qui est tapenade, anchoyade, caviar d'aubergine, ce genre de choses. À ces 3 sites de production, on se rajoute une plateforme logistique et depuis environ 1 an, une activité de négoce de produits italiens donc sur la région niçoise. Voilà, et donc, comme il est indiqué dans le slide, le point commun entre tout ça, c'est le plaisir du goût et du partage sur des produits plutôt très qualitatifs, méditerranéens et nutritionnellement étudiés. Voilà, donc nous, on fait le choix, c'est des produits plutôt premium, où on est attentif dans le choix de nos matières premières, le choix de ne pas mettre d'additifs, d'être plutôt clean label, comme on peut entendre ces derniers temps. Et voilà, tout en respectant le goût et les traditions. Merci Nicolas. Fabrice? Alors, je vais essayer de prendre la main. Ouais, Pareil, moi, ça fonctionne pas. si quelqu'un peut passer au slide suivant. J'entends plus, je sais pas ce qui se passe, moi. Qu'est-ce qu'il dit? Next step. Il faut passer, c'est bon? Est-ce qu'on peut avancer d'un slide? Parce qu'on n'a pas la main, en fait. Merci. Écoutez, moi je suis Fabrice Rongier. Bon, le slide n'est pas très qualitatif et il manque une ligne, je pense. Je suis Fabrice Rongier de TeamCode. Nous sommes un intégrateur de solutions informatiques mobiles. J'ai la direction de l'agence de Toulouse qui s'occupe de tout le sud-ouest de la France. Pour information, c'est un groupe qui compose 9 entités réparties géographiquement sur le territoire et sur la partie d'Afrique du Nord. Pour 140 collaborateurs et 30 millions de chiffre d'affaires. On travaille avec près de 3000 clients, mais surtout des partenaires de la Dream Team, ce qu'on appelle la Dream Team, c'est-à-dire tous les intervenants sur des spécialistes et experts dans leur domaine, dont VIF est un fort représentant dans le domaine agroalimentaire et un partenaire de longue date de TeamCode. Notre activité, c'est d'apporter des solutions sur la traçabilité, sur la mobilité du personnel aussi. On apporte des solutions de gestion de stock, de prise de commande, de suivi de livraison. Qui dit traçabilité dit étiquetage, dit code barre. Donc, qui dit code barre dit lecture de code barre. On s'occupe aussi, par rapport à la mobilité, de la géolocalisation. Donc, ça, les géolocalisation, on verra plus tard, à l'intérieur de l'entreprise, mais ça peut être aussi de la géolocalisation outdoor, à l'extérieur de l'entreprise,
des camions. Pour l'INRA, on travaille sur des projets pour géolocaliser des animaux, par exemple. La technologie, Sébastien en parlait juste avant, la technologie type RFID, on s'occupe du Wi-Fi aussi, et pour du spécifique, le développement de logiciels pour adapter vraiment les problématiques à l'entreprise. Alors, il y a une troisième ligne qui n'apparaît pas sur le slide et qui est importante puisque c'est un peu notre cœur de métier, c'est qu'on est fournisseur et mainteneur de matériel. Et là, vous pouvez les voir en photo au moins. Vous pouvez voir des terminaux mobiles, de l'embarqué, des tablettes. On parlait de code barre, bien sûr, il y a les imprimantes qui impriment ces codes barres. On voit des lecteurs, scanners. On voit aussi quelques bornes Wi-Fi, puisqu'on installe aussi de l'équipement Wi-Fi sur les sites. Et tout ce qui est consommable, qui dit code barre, dit étiquette, dit ruban transfert, etc. Donc ça, c'est notre domaine de compétences et ce pourquoi on est intervenu sur le projet qui va vous être présenté après par Patrick et Nicolas. Patrick, à toi. Ah, un petit dernier slide. Oui. Ouais, c'est important. Si quelqu'un peut passer au slide d'après. Merci. Le slide devant alors. Un petit clin d'œil pour ceux qui font de l'alpinisme. On ne part pas escalader l'Everest. Alors j'avais mis le Vignemale, parce qu'on est quand même en Occitanie et le point culminant de l'Occitanie, c'est le Vignemale, c'est pas l'Everest. Et donc on n'escale pas le Vignemale avec des tongs, au même titre que on se doit d'arriver dans une entreprise avec du matériel adapté à l'industrie et pas de la téléphonie grand public. Si je peux pas être présentateur et que moi je vais mettre toujours sur le. D'accord. Donc là, c'était un petit clin d'œil à la région et à notre activité préférée en ce moment, c'est-à-dire d'aller en outdoor et en plus de 10 km de chez soi. À toi, Patrick. Merci. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, moi, je représente Patrick Rinaud, je représente la société VIF. Voilà, nous sommes basés à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Nous sommes près de 220 passionnés, on va dire. Notre activité, nous créons des logiciels et nous depuis 40 ans maintenant, en fait, nos 40 ans cette année, et nous les déployons soit par nos propres consultants, soit grâce à un réseau de consultants de proximité qui sont répartis sur toutes les régions en France. Nous équipons plus de 600 sites clients et principalement plus de 90% de nos clients, ce sont des industriels agro. Et puis également, on participe à l'animation des territoires avec les ARIA par exemple, les écoles et également les organismes régionaux. Voilà, une présentation rapide de VIF. On va peut-être avancer rapidement. Nous, notre intervention est basée principalement sur un cas concret, un retour d'expérience. Donc, je vais rappeler Nicolas Giori, s'il est quelque part par là. Vous nous entendez, Nicolas? Toujours là, oui. Parfait. Et on va passer à la première. Alors, est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît? Voilà, après encore. Voilà, donc la première question. Nicolas, est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser le contexte et qu'est-ce qui a été chez vous les facteurs déclencheurs pour vous lancer dans un projet d'informatisation de la traçabilité de votre entreprise? Alors, l'élément le plus important, je pense, ça a été la croissance du groupe. On a connu au cours des 10 dernières années une croissance très, très rapide. De par de la croissance externe, de par la création d'une plateforme logistique et la fusion entre certains de nos sites, donc ce qui a entraîné l'explosion de plein de mouvements différents entre nos sites et toute la complexité qui va avec. Et avec tout ça, forcément, on a eu aussi une forte augmentation du chiffre d'affaires. Je prends souvent l'exemple de notre usine sur Frontignan, puisque en 2016, le chiffre d'affaires était autour de 3,5 millions, 4 millions d'euros, et on a franchi la barre des 10 millions l'année dernière. Donc, en 4 ans, voilà, ça a été très, très impactant, et forcément, tous ces éléments nous ont confrontés à des nouvelles difficultés.
et certaines étaient notamment liées à l'informatique. Donc, on sait que c'est un sujet très, très sensible aujourd'hui. Et donc, pour parler un peu plus de l'informatique, on avait un ERP, du coup, à l'époque, qui était très généraliste et pas du tout adapté à l'agroalimentaire. Je pense que l'exemple le plus impactant est que ce logiciel ne gérait pas de date de péremption. Donc, on avait été obligé de faire un développement spécifique dans l'ERP pour pouvoir gérer nos DLC et nos DLIO. Donc concrètement, avec cet ancien logiciel, pour faire notre traçable, je pense que comme beaucoup il y a quelques années, c'était beaucoup de papier, beaucoup de ressaisies, beaucoup de fichiers Excel et aussi beaucoup de mémoire de nos opérateurs qui ont demandé de travailler beaucoup avec leur cerveau et pas forcément avec un outil informatique. D'accord, donc vous avez beaucoup de classeurs. Ah oui, beaucoup de classeurs. Après, on avait quand même la chance d'avoir des opérateurs qui avec une grande ancienneté, mais on a notamment un entrepôt logistique où on stocke entre 700 et 800 palettes. Donc, quand vous gérez pas d'emplacement et quand vous avez entre 150 et 200 références dans l'entrepôt, si vous n'avez pas une bonne mémoire ou s'il y a un peu de turnover dans les équipes, ça devient un peu compliqué de gérer un FIFO et de pas faire de retour en date chez les clients. Oui, en plus, vous avez une particularité, c'est que vous avez une gestion multisite. Vous n'avez pas une seule, vous avez plusieurs plateformes, plusieurs unités de production. Oui, effectivement, on a certaines unités de production du groupe qui vont donc soit vendre directement les produits aux clients finaux, mais on va aussi avoir des échanges intersites, donc que ce soit sur les matières premières ou sur les produits finis. Et donc, on a certains mouvements où il y a un transfert de propriété, où donc la marchandise est vraiment vendue dans le groupe, et certains cas, notamment pour la plateforme logistique, où là, c'est simplement un transfert de dépôt, entre guillemets, où il n'y a pas de transfert de propriété. Ok, alors bon, là, on a posé le contexte. Alors maintenant, on va parler du projet. Donc, c'est un projet à la fois VIF et TeamCode. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, donc la slide est passée, c'est parfait. Donc, comment s'est déroulé ce projet et surtout, on va parler des facteurs clés de succès de ce projet. Donc, la première chose, c'était des tests. Alors, vous m'avez parlé de beaucoup de tests. Oui, je pense que c'est un élément qui est très, très important. Tout le temps qui pourra être pris en amont du démarrage sera forcément du temps de gagner sur le bon déroulé et sur le bon devenir du projet. Puisque mine de rien, c'est des projets qui demandent quand même beaucoup de temps. Et pour moi, ça fait vraiment partie de la réussite. Nous, on s'était mis pour objectif et on l'a tenu. On a fait un doublon à 100% sur nos deux sites pendant 2 mois. Donc, pendant 2 mois complets, on a continué à travailler avec notre ancien logiciel et on a fonctionné également avec VIF, donc sur une base de test. Donc, le premier mois, concrètement, c'est les personnes plutôt de la haute hiérarchie, on va dire, qui ont travaillé dessus pour soulever une bonne partie des problématiques. Et quand les problématiques ont été à peu près toutes levées, du coup, on a fait travailler quasiment 1 mois les opérateurs, les utilisateurs finaux en conditions réelles avec le matériel qui servirait en production. Et donc, ça nous a permis, le jour de la bascule, de démarrer sans aucune problématique, puisque concrètement, pour les équipes, de la bascule, de la base test le vendredi en production le lundi, il n'y a pas eu d'impact. On était vraiment sur le même process et le même fonctionnement. Vous avez débranché l'ancien système, vous avez rebranché le nouveau et tout est reparti comme si rien n'était.
C'est ça. Et je pense que un bon signe, le jour du démarrage en prod, on n'a pas eu besoin d'avoir un consultant vif en physique sur site, puisque tout le travail avait été fait avant. Donc, je trouve que voilà, c'est un bon signe et du coup, les opérateurs ont pu se l'approprier tout de suite, puisque ils n'ont jamais été bloqués dans leur travail parce qu'il y avait des dysfonctionnements ou des paramétrages qui n'étaient pas encore finis. Donc, ils ont vu tout de suite le côté positif d'un outil, et parce qu'on sait que des fois, ça peut être un peu difficile quand on leur change leurs habitudes, mais quand on fait en sorte que ça marche et que ça marche bien du premier coup, voilà, je pense que c'est un élément clé. Oui, chez vous, on en parlait tout à l'heure, c'était une préparation, une mise en place niveau groupe, c'est-à-dire que c'était une mise en place multisite. Donc, j'imagine qu'il y a eu un travail de cartographie aussi des différents flux. Comment vous avez pu… j'imagine qu'il y avait tout ça. Oui, ça n'a pas forcément été très simple, puisqu'en plus, oui. J'en parlais un peu tout à l'heure, mais le groupe a évolué très, très vite. Et quand le cahier des charges a été établi au démarrage du projet, puisque c'est pas un projet on ne change pas de RP en 2 ou 3 mois, c'est un projet qui est beaucoup plus long que ça, on n'avait pas de plateforme logistique. Chaque site réalisait ses expéditions de façon individuelle. Donc voilà, donc c'était pas prévu dans le cahier des charges. Donc, au moment où la plateforme est sortie de terre, il a fallu refaire une cartographie complète des différents flux pour être sûr de ne pas en oublier et surtout bien mesurer l'impact de chaque mouvement sur les stocks et sur les différents entrepôts du groupe. Et puis, vous en avez parlé au début, je crois qu'un des facteurs clés, c'était la mobilisation de toutes les ressources humaines, d'avoir impliqué un maximum de collaborateurs. Oui, effectivement. Donc, on avait un chef de projet qui centralisait toutes les informations, mais derrière, effectivement, on a fait le choix d'impliquer un maximum de collaborateurs. Alors, des fois, ça n'a pas forcément été très simple parce que voilà, c'est bien d'être nombreux, mais ça peut avoir ses limites par moment. Mais quoi qu'il arrive, si on devait le refaire, on referait la même chose. Et ce qui nous a permis d'avancer très vite et d'être très autonome. Si je prends un exemple concret, par exemple, sur la partie approvisionnement, par exemple, on a 3 sites de production, donc avec 3 approvisionneurs qui ont participé tous les 3 au déploiement de l'ERP de la même façon. Et donc, ça nous a permis, quand l'un rencontrait une problématique, avant de se retourner vers Vif, déjà de faire le point en interne. Et bien souvent, un de nos collègues avait déjà rencontré cette problématique, donc on était autonome. Et ça nous permet surtout, en cas d'absence de certains, malheureusement, il y a des gens qui peuvent être amenés aussi à quitter le groupe. On n'est pas dépendant d'une personne qui a tout le savoir. Ça, je pense que il y a une époque où c'était un peu le cas, entre guillemets, il y avait un chef de projet qui connaissait tout. Le jour où il partait, on repartait de zéro. Nous, on n'a pas fait ce choix-là et je pense que c'est le bon. Très bien. Alors, on a parlé logiciel, on a parlé d'accompagnement, on a parlé humain et on va parler matériel aussi parce que vous avez indiqué que c'était très important chez vous. Donc, si on peut passer au slide suivant. Ah non, là, ah oui, si, c'est bon. Voilà. Donc, Fabrice, je te laisse la main peut-être sur cette partie-là. Et Nicolas aussi, bien sûr. Allô? Nicolas? Oui. Alors oui, effectivement, on sait que, autant pour moi, on sait que le coût de déploiement d'un ERP est un coût assez important pour une structure. Mais nous, on pense que essayer de gratter un petit peu sur du budget, sur du matériel, c'est pas. Fabrice va être content de m'entendre dire ça, mais c'est pas la bonne solution. Parce que concrètement, c'est le quotidien de nos équipes. Et si on fait le mauvais choix, si on se questionne pas suffisamment parce qu'on a eu beaucoup de choix, on pouvait avoir un simple PC, on pouvait avoir une dalle tactile, on pouvait avoir une tablette tactile, on peut avoir des trackers, on peut avoir des choses plus ou moins poussées, donc forcément à des coûts plus ou moins importants. Mais si on veut que le matériel
que le logiciel soit bien intégré et que les équipes voilà, acceptent de travailler avec, ils voient un intérêt, je pense qu'il ne faut pas lésiner dessus. On a un exemple, du coup, c'est une petite vidéo qu'on a fait dans nos ateliers. Alors, c'est du fait maison, il ne faudra pas juger la qualité de la vidéo, mais voilà, on s'était posé la question, typiquement dans cet atelier-là, d'une dalle fixe, tactile ou d'une tablette. On avait peur de la tablette parce que le Wi-Fi à l'époque était pas forcément très, très au point. On a quand même fait ce choix-là et aujourd'hui, on ferait marche arrière pour rien au monde. Donc, on va voir la petite vidéo. Donc là, on voit un opérateur qui est en fabrication et donc qui a besoin de se déplacer forcément à plusieurs endroits puisque dans les recettes, on va pouvoir mettre des ingrédients très différents qui soient à température ambiante, au frais ou au sec, donc stockés dans des lieux différents. Et donc sur sa tablette tactile, il a sa recette avec les différents ingrédients. Donc là, voilà, on voit bien le côté pratique. Et on imagine bien que si on était passé par une dalle tactile, ça veut dire que soit il doit faire appel à sa mémoire pour se souvenir des infos de traçabilité, soit il est obligé d'avoir un petit post-it ou un petit papier sur lequel il vient noter les infos. D'accord. Alors, vraiment, juste pour rebondir sur sa partie matérielle. Alors, effectivement, je suis satisfait quand on ne désigne pas sur la qualité du matériel, mais si on garde à l'esprit l'image de l'alpinisme qui me tient à cœur, notre objectif à Patrick, Vif et puis moi, Team Code, c'est de vous emmener au sommet puis planter le drapeau en fait. Hein. Donc certaines fois, il faudra du matériel effectivement éprouvé parce que c'est pas la saison, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a du vent, etc. Et puis parfois, ça sera plus de la rando et là on aura besoin ou nécessité d'un matériel un petit peu plus light. C'est pas forcément toujours du super high level matériel, mais dans ce cas-là, dans le cas qui nous regarde et puis le projet de Sébastien et d'Olivenco, c'était nécessaire. Hein. C'était juste ce que je voulais dire. C'est à bon escient. De la qualité, oui, mais à bon escient. Alors maintenant, on va parler des gains que vous avez obtenus. Donc, une première chose que dont vous souhaitiez parler, c'était le fait d'avoir maintenant des stocks fiables et une gestion de stock optimisée. Oui, sur notre ancien ERP, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais toute la traçabilité était suivie papier et ressaisie manuellement, et les matières premières n'étaient pas gérées par lot. Informatiquement, en tout cas, quand on devait faire un test traça, voilà, c'était du papier. Et donc, ça nous arrivait au moment de l'inventaire trimestriel de retrouver une fond de lot qu'on avait oublié dans un coin de l'entrepôt et qui, soit le FIFO n'était plus respecté, soit le lot était périmé. Donc, ça pouvait avoir un coût puisque finalement, c'était de la marchandise qu'on détruisait. Alors qu'aujourd'hui, j'ai pas fait un zoom sur la tablette qu'avait l'opérateur dans la main, mais concrètement, quand il va sélectionner sa matière première, il va voir apparaître tous les lots qui sont disponibles en stock, tous les lots disponibles et conformes, et avec toutes les infos de traçabilité et dans l'ordre d'utilisation du FIFO. Et en cas de plan de rappel, ça améliore votre activité? Oui. Il y en a même si vous en avez très peu. C'est un sujet que j'aime pas trop aborder. Personne n'aime l'aborder, mais effectivement, on a eu un cas. J'ai le téléphone d'Astrem qui a sonné le 26 décembre au matin. Voilà, c'était notre responsable qualité chez Casino, puisqu'on fait une marque de distributeur chez Casino. C'est du houmous, pour pas le citer. Et donc, tout le monde a probablement entendu parler des soucis d'allergènes sur les graines de sésame qu'il y a pu avoir, puisqu'il y a eu énormément de produits qui ont été impactés. Donc voilà, la responsable qualité m'avait appelé pour me dire que le pesticide avait été détecté dans notre produit.
Mais avant la bascule sur VIF, concrètement, ça m'aurait, parce que c'était un samedi matin, donc ça m'aurait obligé à aller à l'usine pour reprendre peut-être 2, 3, 4 mois de classeur pour retrouver dans quel lot on avait pu mettre en œuvre cette matière première. Alors que là, concrètement, le temps de la discussion, j'ai pu allumer mon PC et en 10-15 minutes, j'ai pu lui donner les infos de traçabilité pendant notre conversation téléphonique. Alors, c'est passé un peu plus loin. Merci Nicolas. Peut-être un petit mot sur vos futurs projets, peut-être. Il nous en reste un, effectivement, qu'on n'a pas encore déployé. Quand on a démarré le projet VIF, on nous a laissé le choix, entre guillemets, à réception des matières premières, de réétiqueter les stocks ou une partie pour pouvoir après, du coup, les déstocker en automatique via des douchettes. On n'a pas fait ce choix-là à l'époque. Je pense que sur une partie de nos matières premières, on va le franchir. On a certains ateliers où on est au froid. Donc, les opérateurs ont notamment des gros gants, puisque quand à moins 20 degrés, il faut qu'ils se protègent. Et les tablettes tactiles, donc c'est bien, mais avec des gros gants, entre la ligne du dessus et la ligne de dessous, ça peut arriver qu'il y ait des petits loupés. Alors que le scan, lui, ça va pas lui poser de problème. Donc voilà, je pense que c'est le chantier qui nous reste à déployer. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce témoignage. Merci à vous. Juste un petit mot sur, j'en ai peu parlé au début, sur VIF. Donc VIF, on accompagne les entreprises suivant 3 axes majeurs. Je vais faire rapide, hein. C'est l'anticipation, la gestion, l'exécution. L'anticipation, c'est par exemple les prévisions des ventes. Voilà, la gestion, c'est ce qui va être gestion des achats, des ventes, la production, etc. Et puis l'exécution, c'est un petit peu, c'est ce dont vient parler Nicolas, et puis c'est aussi l'objet de la vidéo, c'était par exemple l'apport de la mobilité dans les ateliers. Et puis après, on a des offres qui sont adaptées en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, on a une première offre en mode SaaS qui est VIF ERP Starter, qui est destinée aux petites entreprises. Ensuite, une offre VIF ERP pour les PME. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accompagner la croissance de nos clients, c'est-à-dire certains démarrent avec l'offre VIF ERP Starter et puis comme beaucoup, hein, les entreprises grandissent et ont besoin de plus et donc de faire évoluer leur système informatique, et on peut passer à VIF ERP en changeant d'outils informatiques mais en gardant tout ce qui a déjà été fait, toutes les données, tout est préservé, donc ça évite de tout refaire, on ne redémarre pas de zéro. Et puis ensuite, on a des offres dédiées aux plus grands comptes, aux ETI, et là, on a également une offre ERP, et puis des offres satellites pour offre SNOP, offre MES. Voilà, donc je fais pas plus là-dessus, mais n'hésitez pas à nous contacter, hein, si vous le souhaitez, laissez vos coordonnées, et puis on pourra en reparler si vous souhaitez. Fabrice, si tu veux dire un mot sur TeamCode. Ouais, avec plaisir. Super. Juste vous rappeler que digitaliser, ça peut effrayer. D'ailleurs, vous verrez sur ce slide, il y a quelques mots, Sébastien en parlait tout à l'heure, il y a quelques mots qui peuvent effrayer également, mais vous n'êtes pas seul. On peut vous accompagner, bien sûr, VIF sur la partie soft, TeamCode sur la partie matérielle, sur les projets complexes, pour optimiser les fonctions, moderniser vos applications, faire du dev spécifique, etc. Ça, c'est les typologies de projets que TeamCode et VIF savent gérer. On a une division chez TeamCode qui est le TeamCode Lab, qui est justement là pour parler un petit peu de tous ces problèmes, ces projets complexes, avec des technologies qui sont éprouvées. C'est-à-dire qu'on n'a pas de savants fous chez nous ou de professeurs foldingues. On parle de projets d'avenir, mais avec des technos qui sont éprouvés. On parle de plateformes d'interconnexion, on parle de cobotique, c'est-à-dire que le lien entre l'homme et la machine, on parle de robotique, on parle de drones. Bon, ça, c'est l'actualité aujourd'hui, hein. On parle de géolocalisation, on parlait tout à l'heure de l'INRA pour du outdoor où on géolocalise des moutons.
de l'indoor pour géolocaliser certains produits, certains conteneurs, certains camions quand le parc est vraiment important. On a des technos de voice, c'est-à-dire qu'on peut traiter le traitement de la commande avec une liaison avec l'IT vocal, où on peut aussi faire du travail collaboratif avec le voice. Et puis, on a des outils de put and pick to light. Vous pouvez les voir là sur la partie centrale tout en bas, qui permet de préparer des commandes, même avec des gens qui ne sont pas spécialistes, même avec des saisonniers, puisque la personne n'aura qu'à aller chercher le produit qui s'éclaire. Hein, donc, on va chercher une lumière, on suit la lumière pour pouvoir préparer le colis. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Et on parlait aussi de techno. Tout à l'heure, Sébastien parlait de RFID, l'étiquette intelligente. Il y a le NFC, le sans contact, qu'on retrouve dans nos smartphones ou dans les cartes de crédit pour le paiement sans contact. Il y a aussi le BLE, qui est le Bluetooth Low Energy. On parlait de l'IoT. Alors maintenant, ça devient le l'IoT, c'est-à-dire l'industrial Internet of Things, c'est-à-dire que les objets connectés, mais d'un point de vue industriel, avec plus de sécurité que votre frigo ou votre télé. On parle de l'IA, l'intelligence artificielle, on parle de la gestion des big data, évidemment. On parle aussi de réalité augmentée, l'AR ou la réalité virtuelle, de plus en plus dans les entreprises.